Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format Commander de Magic. Je suis Erony, mais je serai votre commandant durant toute cette vidéo. Mes chers Planeswalkers, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'un deck. Et oui, un deck blanc, bleu et noir, le trio de couleurs Esper, du Commander 2018, le deck Réalité Subjective. Alors je pense que vous serez subjugué par ce deck, étant donné qu'il redéfinit un petit peu ce qu'on peut attendre des couleurs blanc, bleu, noir en Commander. Vu qu'on avait eu plusieurs commandants assez iconiques dans ces couleurs-là, mais qui faisaient des choses assez différentes finalement, là on a une nouvelle panoplie de commandants qui s'ajoute à la liste de ceux de ces couleurs. Alors avant de passer à l'analyse du deck, avant de passer à toutes ces histoires qui vont nous prendre un certain temps, j'aimerais vous rappeler juste que l'analyse que je vais fournir, c'est une analyse personnelle basée sur mon expérience propre du Commander. Si jamais vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas à le dire, que ça soit des expériences de jeu également que vous avez pu avoir, éventuellement sur le deck en lui-même quand il sera sorti. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme retour là-dessus. Aussi, étant donné que je décris tout à l'oral pour que vous puissiez entendre encore plus ma douce voix, peut-être, du coup vous ne pouvez laisser la vidéo en fond sans même la regarder puisque vous aurez toutes les informations nécessaires à l'audio. Et on va commencer tout de suite avec les commandants et notamment Animatu, la façonneuse de destin. Avant même de commencer à lire la carte, j'aimerais faire une petite parenthèse histoire, parce que c'est une petite fille, messieurs, dames, c'est une petite fille. Comment une petite fille devient Planeswalker? Eh bien, je ne sais pas, j'ai juste actuellement son histoire, le petit résumé que Wizards nous a fourni, que je vais vous lire, parce que je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Autant des léonins, des zombies, peu importe, il y a plein de choses qui peuvent devenir Planeswalker, mais alors les petites filles, c'est la première fois. Alors, prenons 2 petites secondes. Bien qu'âgée d'à peine 8 ans, Animatu a autant de connaissances que si elle avait vécu plusieurs vies, et possède une harmonie surnaturelle avec la tapisserie du destin. Elle peut prévoir les ramifications consécutives aux plus petits actes, faire basculer le destin d'une simple pensée, et peut-être même défaire le multivers. Fort heureusement, malgré la curiosité et les caprices propres à son âge, elle se limite aux manipulations mineures du destin pour satisfaire ses lubies et ses désirs. Donc c'est une petite fille qui est Planeswalker, et voilà. Et donc du coup elle peut prévoir le destin, elle pourrait peut-être même défaire le multivers, oh mon dieu. Mais on va plutôt parler de la carte en elle-même, qui coûte un blanc, un bleu, un noir, qui est du coup un Planeswalker légendaire Animatu, qui arrive avec 3 marqueurs loyauté, plus 1, piochez une carte, puis mettez une carte de votre main au-dessus de votre bibliothèque. Moins 1, exilez un autre permanent ciblé que vous possédez, puis renvoyez-le sur le champ de bataille sous votre contrôle. Moins 6, choisissez gauche ou droite. Chaque joueur acquiert le contrôle de tous les permanents non-terrain autres qu'Animatu, contrôlés par le joueur suivant dans la direction choisie. Animatu, la façonneuse de destin, peut être votre commandant. Alors, je n'ai pas parlé des mécaniques du deck, en fait, c'est pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que, à la base, il est présenté comme étant un deck qui compte beaucoup sur le dessus de la bibliothèque. D'une certaine façon, c'est vrai. C'est surtout pour vrai en fait, pour Aminatu, pardon, j'ai dit Animatu depuis le début, c'est Aminatu. Et c'est surtout vrai en fait pour ce Planeswalker. Après, pour les autres commandants, on va y revenir après, mais j'ai pas eu trop l'impression que c'était le cas, à part peut-être pour un qui est plus ou moins tronqué. Mais on va déjà commencer par Aminatu. Déjà, Aminatu, pardon, je pense, je l'appelais Ami, excusez-moi, donc Ami, ici présente. Bonjour Ami. Donc Ami, en fait, pour moi, ça n'est pas un Planeswalker qui joue uniquement avec le dessus de la bibliothèque, parce qu'il y a 2 mécaniques différentes. Il y a le plus 1 qui va faire piocher, puis remettre une carte au-dessus de la bibliothèque. Donc techniquement, vous n'avez pas de carte advantage, puisque vous remplacez juste une carte du dessus de la bibliothèque par une carte de votre main. Techniquement, l'intérêt, c'est que finalement, la carte qui est au-dessus de votre bibliothèque fait plus ou moins partie de votre main. Et ça va être l'intérêt, en fait, avec plusieurs cartes du deck, de synergiser autour du fait que vous savez quelle carte est au-dessus de votre bibliothèque. Donc ça, il y a une mécanique intéressante. Mine de rien, c'est quand même de la pioche, même si ça remet ensuite au-dessus de la bibliothèque. C'est un peu ce qu'on a pu voir avec certaines cartes qui font, en fait, en sorte de... par exemple, ne serait-ce que Brainstorm, tout simplement. Remue-ménage, pour ceux qui veulent le nom en français. Qui vous fait piocher 3, puis ensuite remettre 2 cartes au-dessus de la bibliothèque.
finalement en fait vous recyclez plus ou moins votre main pour vous dire ah bah ces cartes là je les veux pas tout de suite, donc du coup je les mets de côté pour juste après. Finalement il y a quand même un card advantage puisque vous allez quand même mouliner un petit peu votre deck avant, aller récupérer ces fameuses 3 cartes. Donc pour moi c'est une capacité qui va un petit peu dans la même mesure en fait que Aminatou. Donc du coup, d'ailleurs, Brainstorm, je ne suis pas sûr qu'il soit dans ce deck en fait. J'ai un doute, je n'ai pas la liste là directement sous les yeux, mais j'ai un doute, je pense qu'il n'est pas dans le deck et c'est bien dommage d'ailleurs. Sinon, alors pourquoi est-ce que je dis que Ami du coup fonctionne sur plusieurs mécaniques différentes? C'est déjà, on a ce système là avec le dessus de la bibliothèque, mais je suis désolé, pour moi le -1, il n'a pas de rapport direct. Exilez un autre permanent ciblé que vous possédez, puis renvoyez-le sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ça c'est typiquement en fait une base pour un deck qui va se baser, enfin qui va se construire autour de la mécanique des arrivées en jeu en fait. Le fait d'exiler puis ensuite de renvoyer sur le champ de bataille, c'est ce qu'on appelle le blink dans le jargon, parce que c'est hop, je suis plus là, je suis revenu, hop, tu me vois plus, tu me vois. C'est un peu ça. Et du coup, ces effets d'arrivée en jeu, je pense que c'est pas du tout dans la même mécanique. Alors, évidemment, il peut y avoir des cartes qui synergisent également avec le dessus de la bibliothèque quand elles arrivent sur le champ de bataille. Mais en elles-mêmes, en fait, on pourrait avoir un deck basé uniquement sur ce -1, que ce serait déjà largement suffisant, en fait. Sachant qu'en plus, c'est un autre permanent ciblé que vous possédez, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des créatures comme on peut avoir dans certaines cartes. Là, c'est vraiment tout permanent possible. Ça peut même être un terrain, donc du coup vous pouvez même finalement dégager un terrain entre guillemets, puisqu'il va revenir sur le champ de bataille dégagé. Donc voilà, c'est assez intéressant. Sachant qu'il y a également le fait de remettre éventuellement des compteurs avec le blink, c'est-à-dire que par exemple si une créature arrive avec des compteurs sur elle, des marqueurs, et qu'elle les perd au fur et à mesure en utilisant les capacités, vous pouvez la blinker pour qu'elle revienne avec ses compteurs, puisque évidemment elle revient, elle est reset en fait, elle est remise à 0. Donc c'est assez intéressant cette mécanique là, j'aime beaucoup le blink de manière générale. J'ai jamais eu l'occasion de construire un deck autour, mais pourquoi pas Aminatou qui serait ce commandant, en plus de sa première capacité qui peut jouer un peu là-dessus. Et le -6, il me fait énormément rire parce que du coup ça fout un bordel monstrueux. Je pense bien sûr que dans ce genre de cas vous allez avoir envie que votre board soit vide et que celui de votre adversaire à côté de vous, à gauche ou à droite, soit bien plein. Après il faut bien, je pense que c'est un ulti qui peut avoir pas mal de conséquences sur la partie. Bon, évidemment qu'il a des conséquences sur la partie. Mais surtout, je viens de me rendre compte d'une synergie avec le -1, excusez-moi, c'est pour ça que je me suis arrêté en pleine phrase. Mais... Donc, je vais d'abord finir mon analyse du -6. Surtout, en fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, vous pouvez mettre un bordel assez monstrueux dans la partie, et éventuellement aussi aider des adversaires qui sont dans le besoin. Alors... Peut-être que certains vont se dire, non mais attendez, j'ai pas envie que mes adversaires aient un avantage. Oui, mais en fait, il y a toujours une petite chose, c'est qu'en commandeur, enfin même dans la vie en général, hein, mais surtout en commandeur, là on parle, ne digressons pas s'il vous plaît. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, même s'il n'est pas censé être avec vous, d'une certaine façon, il va vous être plutôt reconnaissant. Et donc du coup, même s'il va pas aller jusqu'à vous aider à vous faire gagner la partie, il peut au moins vous filer un coup de main et... voilà, se mettre plus ou moins d'accord avec vous, écouter un peu plus ce que vous avez à dire, parce que bon, le commandeur, c'est pas uniquement jouer des cartes, hein, c'est aussi parler un peu. Donc, voilà, je pense que ça peut être assez utile, ça peut être à votre avantage, et en plus à l'avantage d'un adversaire qui pourrait vous être utile, et après qui pourrait vous en remercier. Alors, et pourquoi est-ce que je viens d'avoir une synergie avec le -1? C'est simple, parce que, de manière générale... le blink s'applique à un permanent que vous contrôlez. Sauf que, si vous avez bien écouté mon texte, exilez un autre permanent ciblé que vous possédez. Et là, en fait, c'est toute la synergie entre le -6 et le -1. C'est-à-dire que vous pouvez donner le contrôle d'un de vos permanents, en fait, à un adversaire via le -6. Et ensuite, faire le -1, on va espérer que ça soit possible, faire le -1, en fait, pour que vous puissiez récupérer un permanent que vous avez donné à quelqu'un, puisque vous le blinkez, puisque vous le possédez, et ensuite il revient sur le champ de bataille sous votre contrôle, donc du coup vous récupérez cette carte-là. Alors après, je pense que cette synergie-là, mine de rien, c'est une synergie qui, avec deux capacités négatives, ça va être assez compliqué à mon avis de la mettre en place, mais bon. Alors, on va voir, hein, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ces capacités-là, mais moi je trouve que déjà les deux premières sont pas mal, la troisième c'est vraiment pour le LOL, voilà, hein. Et ensuite,
Je pense que c'est un commandant, déjà comme il est très peu cher et qu'il est assez utile en vous faisant piocher dès le début avec son +1, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être très utile dès le début, et donc du coup en faire un commandant assez efficace. Deuxième commandant, Varina, Reine Lich, qui coûte un mana générique, un mana blanc, un mana bleu et un mana noir. C'est une créature légendaire zombie et sorcier 4/4. A chaque fois que vous attaquez avec au moins un zombie, piochez autant de cartes, puis défaussez-vous d'autant de cartes. Vous gagnez autant de points de vie. Pour 2 mana génériques, exilez 2 cartes depuis votre cimetière, créez, engagez un jeton de créature 2/2 noir zombie. Pour moi c'est l'outsider en fait de ce deck, Varina, puisqu'en fait on est sur une stratégie purement zombie. Bon, sachant que du coup, quand elle attaque, vous pouvez piocher un, puis ensuite vous défausser d'un. Mais le souci, c'est qu'elle a aucune capacité d'évasion en elle-même, c'est juste une 4/4 pour 4. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on va faire avec, on va se dire après qu'on crée une synergie autour des zombies. Le souci, c'est que les zombies, déjà, on a du blanc. Alors, what the fuck? Pourquoi est-ce qu'on a du blanc pour jouer des zombies? Aucune idée. Parce que autant les zombies en bleu-noir, je peux comprendre, il y en a en vert aussi avec les Golgari notamment. Donc du coup, là, je ne suis pas trop... Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait, là. Mais bon, j'ai un petit doute. Je suis pas trop fan du fait que le blanc soit présent. Sachant que, bah, du coup, je sais pas ce que ça peut apporter avec ce deck. Vraiment, moi, je vois une synergie, surtout, on pioche, on recycle un peu notre main, on sélectionne les cartes qu'on veut garder, d'autres qu'on veut pas. Sachant qu'il va falloir quand même, en dehors de Varina, un moteur de pioche assez conséquent. Puisque, bah, excusez-moi, mais bon, les cartes en fait, elles vont, si jamais vous piochez, vous avez 0 cartes en main, vous attaquez avec 2 zombies, vous piochez 2, vous défaussez 2 dans tous les cas. Après vous allez gagner le point de vie, d'accord, mais bon, c'est pas non plus fou. C'est à chaque fois que vous attaquez avec au moins un zombie, mais c'est pour autant de zombies qui ont attaqué en fait. Donc du coup, là je suis pas trop fan. Après exiler 2 cartes de votre cimetière pour créer un jeton de zombie. Je sais pas, je n'aime pas trop Varina en fait. Pour moi, il faut vraiment une synergie ultra zombie. Réussir à boui-boiter autour de cette mécanique là en fait. Peut-être éventuellement avec Madness, avec la folie. Du fait que vous allez vous défausser de cartes. Et que éventuellement du coup avec folie, vous allez pouvoir les lancer au moment où vous vous en défaussez. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a peut-être 2-3 choses à voir, des cartes qui ont le flashback éventuellement, qui peuvent être relancées depuis le cimetière. Je ne suis pas sûr. Enfin, oui, les cartes qui vont être relancées depuis le cimetière, évidemment, on parle des zombies. Et là, je ne suis pas sûr du tout. Je pense que c'est même très spécifique en fait au niveau de ce qu'on va mettre dans le deck. Parce que là, il y a vraiment une synergie 100% zombie, quoi. Après, le fait d'exiler des cartes en plus de votre cimetière, il faut vraiment... je sais pas, il faut vraiment pour moi faire en sorte que les cartes en question soient vraiment plus utiles. Et bon, du coup, si vous jouez sur le flashback, c'est des cartes qui vont quand même être exilées si elles sont jouées depuis le cimetière. Si jamais il y a de la récursion à votre cimetière, vous n'avez pas trop envie d'exiler vos cartes, donc je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Si jamais vous avez des idées dessus, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires de la vidéo. Ceux qui se posent la question aussi, allez-y, regardez du coup s'il n'y a pas des commentaires qui seraient utiles. Mais là... moi, je sèche complètement. Alors attention. Voici mon... voici mon commandant préféré du set pour plein de raisons. Mais pour le LOLs un petit peu, mais plein de choses. Yennet, souveraine cryptique, qui coûte 2 mana génériques, un mana blanc, un mana bleu, un mana noir. C'est une créature légendaire Sphinx, qui est une 3/5 avec le vol, la vigilance et la menace. A chaque fois que Yennet, souveraine cryptique, attaque, révélez la carte dessus de votre bibliothèque. Si le coût converti de mana de cette carte est impair, vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Sinon, piochez une carte. Je vous explique pourquoi est-ce que c'est ma carte préférée du set. Déjà parce qu'elle joue sur les coûts impairs de coût de mana. Je trouve ça dingue. On avait une carte déjà qui jouait sur les coups pairs de mana, si je me trompe pas, c'est Oblivion Sower, j'ai oublié son nom en français, Semeur de l'oubli. Qui lui empêchait en fait de jouer les sorts impairs. D'ailleurs peut-être qu'il aurait une place dans ce deck, les sorts pairs. Donc du coup peut-être qu'il aurait une place dans ce deck pour faire chier un peu le monde. Moi ce que j'aime beaucoup en fait c'est le fait que sa capacité c'est au moment où on l'attaque, déjà très bien. Révéler la carte du dessus de la bibliothèque, donc du coup on est content de pouvoir savoir quelle carte on a mis au-dessus de la bibliothèque. Il y a plein de cartes qui permettent de le faire, de vérifier ne serait-ce que la toupie. La toupie de divination du sensei, je pense que c'est auto-inclus en fait dans ce deck.
J'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'elle a 3 capacités qui sont très intéressantes pour faire en sorte qu'elle puisse attaquer, et surtout qu'elle ne soit pas non plus inutile derrière. C'est-à-dire qu'elle a la menace et le vol. Déjà, ce qui est une combinaison de mots-clés qui est assez rare, et qui a toujours été efficace à chaque fois qu'elle a été sortie. Vigilance en plus, étant donné qu'elle a une grosse endurance, ça en fait un bloqueur parfait en plus derrière. Mais alors, je suis désolé. Là, je vais taper un petit peu sur les traducteurs. C'est la première fois dans cette émission, ça risque d'arriver quelques fois, puisque j'aime beaucoup les versions anglaises des cartes, parce que les françaises, des fois, il y a des petites bavures. Là, je suis désolé. La carte originale en anglais, ils avaient fait quelque chose d'assez énorme. Le texte d'ambiance, parce qu'il y en a un. Là, actuellement, le texte en français, c'est « Elle s'exprime par énigme que seuls ses disciples peuvent déchiffrer ». Je suis désolé, en anglais, ils avaient fait un truc énorme. Tous les mots du flavor text, du texte d'ambiance, étaient composés uniquement de nombres impairs de lettres. Je suis désolé, mais messieurs les traducteurs, là, pour moi, vous avez raté une occasion de faire pareil en français. Et en plus, il y avait moyen. Il y avait moyen. Alors, en modifiant le texte, certes, ça aurait pas été du littéral, mais justement, c'était tout l'intérêt de la carte. Excusez-moi. Donc, ce petit pétage de plomb sur le flavor est passé. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai même vu des personnes qui avaient proposé, en fait, que, à l'inverse, le flavor text ne comporte que des nombres pairs dans le nombre de lettres. Comme ça aurait fait... En fait, elle permet que à l'impair de passer, et du coup, elle garde le pair, en fait, dans son flavor text. Enfin bref, c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette traduction-là, mais bon, ça, c'est la petite histoire du flavor. Je suis en train encore de vous faire perdre du temps sur la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié cette petite anecdote. Alors, moi, Yennett, je l'aime beaucoup, aussi parce que la thématique du deck, elle est simple, elle est claire, elle est nette. Je veux dire, là, vous ne pouvez pas faire plus simple. Vous allez jouer que des sorts impairs, à la limite des sorts pairs, que vous aurez peut-être plus un intérêt, par exemple, à jouer depuis votre main, je ne sais pas. Mais, enfin, là, on parle quand même de lancer des sorts gratuitement. Et du coup, vous allez essayer de voir pour les sorts impairs, alors peut-être pas des sorts non plus à énormément de coups de mana. Je veux dire, le but, ça va pas être de créer un deck uniquement avec des Eldrazi qui coûtent des coups de mana impairs, c'est sûr. Mais si on peut en fait faire en sorte que le deck comporte des créatures à 5 mana, à 7 mana, peut-être même à 9 mana pour les kills, ou des sorts voilà, qui peuvent vraiment faire une grosse différence sur la partie, et surtout, je tiens quand même à le préciser, qui ont un intérêt à être joués en plus au moment de la phase d'attaque, je pense que là on peut s'en tirer avec une value assez énorme. Donc, il y a vraiment une mécanique autour de ce deck, enfin autour de ce commandant. Dans un deck, je vois, mais je veux dire, j'ai pas d'idée précise de carte actuellement, mais j'ai plein d'idées en fait sur les types de win qu'on peut inclure dedans. Donc, il y aura un deck tech dessus, je pense. Je vais en faire un. De toute façon, je pense que pour chacun des decks, j'ai un commandant que j'ai préféré parmi les 3 proposés, et je pense que vous aurez le droit, donc là j'espère que vous n'avez pas passé cette partie-là de la vidéo pour l'entendre, mais je pense que je ferai en sorte d'avoir un petit deck tech en fait sur chacun des commandants que j'ai le plus apprécié en fait dans le deck, et du coup, ben là, Yennett, je suis désolé, mais t'es dedans quoi, tu l'auras ton deck. Donc du coup, on fait un petit rappel, Aminatou, du coup, le jeu sur le dessus de la bibliothèque, et éventuellement sur le fait de renvoyer de faire du blink, en fait, sur des permanents que vous contrôlez. Varina, on est sur du 100% zombie, on va dire, et éventuellement des sorts qu'on peut relancer depuis le cimetière, etc., qui ont un intérêt au cimetière, pourquoi pas. Et aussi la folie, hein, aussi, on rajoute ça dans la liste. Yennett, bah du coup, là, ça va être clair, net et précis, hein. Dès qu'il y a un sort de coup impair, que ça peut être un sort intéressant de manière générale, validé. Bon, on va peut-être passer à la liste quand même, ça serait bien de parler du deck au lieu de parler uniquement des commandants. Mais là, on va commencer tout de suite par les créatures. On commence avec une nouvelle carte de l'édition, tiens ça commence bien, c'est le Mage de l'équilibre qui coûte un mana générique et un mana blanc, c'est une créature humain et sorcier qui est une 2-2, mais surtout ce qui nous intéresse c'est sa capacité. Il coûte 4 mana génériques et un mana blanc à activer en l'engageant et en le sacrifiant, le Mage de l'équilibre, et oui. Chaque joueur choisit un nombre de terrains qu'il contrôle égal au nombre de terrains contrôlés par le joueur qui en contrôle le moins, puis sacrifie les autres. Les joueurs se défaussent de cartes et sacrifient des créatures de la même façon.
c'est mince, j'ai oublié le nom de la carte. Ah, futur moi qui monte la vidéo, est-ce que tu pourrais s'il te plaît montrer la carte à laquelle je pense qui fait exactement la même chose et qui est un rituel? Merci beaucoup. Donc voilà, mon futur moi a fait ce qu'il fallait, si jamais vous voulez du coup trouver... oui, donc c'est totalement une mécanique d'une autre carte qui existe déjà. Donc du coup, là je pense que c'est assez bordélique en fait. Parce que cette carte pour moi, le plus gros intérêt ça va être de faire en sorte que vous ayez le moins de cartes de terrain, le moins de cartes dans la main, le moins de cartes de créatures sur le champ de bataille, pour justement un petit peu niquer vos adversaires. Parce que vous avez vraiment pas envie de vous faire niquer par votre propre carte. Il va falloir vraiment l'activer. Je pense que c'est assez conditionnel finalement au niveau de son activation, quand est-ce que vous allez la faire. Mais bon, ça peut être utile, donc je sais pas, il faut trouver une place pour cette carte. Je suis pas sûr qu'il ait réellement une synergie avec l'un des trois commandants, mais à explorer, il faut voir un peu à quoi il va être utile. Ensuite, une réédition sympathique, l'étoile de mer sigillaire, qui coûte un mana générique et un mana bleu. C'est une créature étoile de mer, oui, qui est une 0-3, et en fait vous l'engagez pour faire un regard 1, donc un bon bloqueur de début de partie, c'est sympa, et un petit regard 1, donc là l'intérêt il est avec Animatu, le fait de savoir la carte qui est au-dessus de votre bibliothèque, pareil ça peut fonctionner avec Varina, bon peut-être un peu moins avec Yennet, bon même si on aime savoir si c'est un coup impair ou pas sur notre deck, mais malheureusement cette étoile elle coûte 2 mana, donc du coup je ne suis pas d'accord. Le grand prêtre de la pénitence, c'est une créature humain éclair qui coûte un mana noir et un mana blanc. C'est une 1-1, et à chaque fois qu'il subit des blessures, vous pouvez détruire un permanent non terrain ciblé. Honnêtement, je pense que en fait, dans tous les decks qui jouent blanc et noir, pardon, c'est une carte qui doit être inclue. Parce que, en fait, il détruit un permanent pour un blanc et un noir. Sinon, vous pouvez attaquer un adversaire, vous pouvez le garder en bloqueur. Les gens auront peur de vous attaquer si vous l'avez en bloqueur, et les gens n'auront pas tellement envie de vous bloquer si vous attaquez avec. À moins que vous fassiez des deals aussi avec vos adversaires pour faire en sorte de dire ah bah tiens, il y a ce permanent là qui est chiant. En plus là on a quand même des Planeswalkers dans l'édition qui peuvent du coup se révéler assez gênants. Et donc le fait d'avoir ce genre d'anti-permanent, mais il est parfait. Moi je l'aime beaucoup. Alors vous le connaissez déjà, c'est l'œil du pèlerin, une créature artefact mécanoptère qui coûte 3 mana génériques, c'est une 1-1 vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher dans votre carte, dans votre bibliothèque, une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main, et mélanger ensuite votre bibliothèque. Alors bon, ça c'est un fixeur, c'est pas mal parce qu'on est vraiment sur des couleurs qui n'ont quasiment pas de fixing, enfin c'est blanc, bleu, noir, hein, je veux dire, là on peut pas faire pire. Du coup le fait d'avoir l'œil du pèlerin pour fixer sur du tricolore, c'est toujours intéressant. Même encore plus que finalement dans le deck artefact bleu-rouge qu'on a déjà analysé. Donc voilà, il a sa place. En plus, bon, Aminatu peut le faire blinker et du coup déclencher son effet plusieurs fois. De l'autre côté, pardon, excusez-moi, avec Aminatu quand même, il faut peut-être préciser une chose. C'est que l'avantage, c'est que si vous n'aimez pas la carte que vous avez mis au-dessus de votre bibliothèque, vous remélangez votre bibliothèque derrière, donc du coup ça permet justement de reset un petit peu et de faire en sorte de dégager la carte qui vous emmerdait. Varina, ben, malheureusement, Varina, je suis désolé, mais je n'ai toujours pas trouvé d'utilité. Hein. Et Yennet, ben, on est content parce que c'est un coup impair, donc du coup, c'est pas mal non plus. Une nouvelle carte de cette édition, et on sait très bien pourquoi, c'est le batailleur de Boré qui coûte 2 mana génériques et 1 mana blanc, c'est une créature Pégase 2-1 avec le vol, et quand il quitte le champ de bataille, choisissez un adversaire qui contrôle plus de terrain que vous, cherchez dans votre bibliothèque un nombre de cartes de plaine égal à la différence et révélez-les. Mettez l'une d'elles sur le champ de bataille engagé et le reste dans votre main. Et mélangez ensuite votre bibliothèque évidemment. Donc pourquoi est-ce que évidemment il a été créé pour ce deck? Eh bien c'est simple, quand il quitte le champ de bataille, là on a quand même Ami qui permet justement de blinker, donc il va quitter le champ de bataille, revenir dessus, certes il n'a pas d'effet quand il arrive, mais l'intérêt c'est justement que vous puissiez réutiliser sa capacité peut-être plus tard quand un autre adversaire va vous doubler au niveau du nombre de terrains. Sachant que bon, contrôler le plus de terrain que vous n'êtes pas en vert, donc du coup vous allez très peu ramper, donc les terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagé en plus c'est quasiment impossible, mais il y a certainement des decks qui vont avoir du vert en face, il y en a d'autres qui vont éventuellement, pourquoi pas, avoir commencé simplement à jouer avant vous, et donc du coup vous allez pouvoir utiliser ça durant le début de votre tour, et ah bah tiens, vous avez tous plus de terrain que moi, bah c'est très bien.
Donc carte utile, je trouve surtout avec Aminatou. Varina, bah du coup, je ne sais pas. Et Yennet, bah, c'est un coup de 3, donc pourquoi pas l'utiliser, au moins avoir une 2-1 vol sur le champ de bataille en plus, ça sera toujours intéressant. Ensuite, l'infiltratrice Jeskai, qui coûte 2 mana génériques, 1 mana bleu. C'est une créature humain et moine 2-3. Elle ne peut pas être bloquée tant que vous ne contrôlez pas d'autres créatures, et quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, exilez-la ainsi que la carte du dessus de votre bibliothèque dans un tas face cachée. Mélangez-le, puis manifestez ces cartes. Alors une précision en fait sur la manifestation, en fait les cartes arrivent en tant que 2-2 face cachée, 2-2 incolore. Et en fait si ce sont des cartes de créatures, vous pouvez en fait payer leur coût de mana pour les retourner face visible, sinon bah, elles resteront toujours 2-2 jusqu'à se faire détruire, elles iront donc au cimetière à ce moment-là. Je suis pas trop fan de cette carte, après le fait est que bon ça vous fait gagner une carte de plus, enfin une petite créature de plus, une 2-2 quand elle inflige des blessures de combat. L'intérêt en fait c'est qu'avec Aminatou vous pouvez du coup mettre une des cartes de créatures que vous souhaitez au-dessus de votre bibliothèque juste avant pour être sûr que ça soit une créature qui revienne et que vous puissiez ensuite la manifester. Donc pourquoi pas, après je suis pas sûr que ça soit trop intéressant, il n'y a pas de cheat sur le coup de mana. Après avec Yennet du coup bah, c'est une créature qui coûte 3 mana donc pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment je trouve que l'utilisation de cette carte là elle est un peu limitée par rapport aux 3 commandants. On retrouve notre créature qui est du lieutenant, oui, le sous-fifre loyal qui coûte 2 mana génériques, 1 mana noir. C'est une créature zombie avec la menace, qui donc au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, chaque adversaire perd 3 points de vie, mais surtout son plus gros défaut, je vous le rappelle, c'est une 3-1. Donc, toujours pareil, je trouve que bah, malheureusement le fait qu'elle ait 1 endurance, ça l'aide pas cette carte, voilà, je trouve ça vraiment très dommage. Et du coup, ben là je pense pas que vous puissiez faire grand chose en fait pour ce pauvre zombie. Après bon, il peut rentrer dans le deck Varina si vous voulez. Yennet peut le faire arriver sur le champ de bataille gratuitement, ok. Le problème c'est que Yennet c'est au moment où l'attaque et lui c'est au début du combat. Donc du coup encore une fois on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas synergique. Donc bon, voilà. On va le laisser de côté, lui je pense qu'il a des problèmes dans sa vie et qu'à mon avis il sera pas trop... Il tiendra pas le coup très longtemps ce pauvre sous-fifre. Une nouvelle carte de cette édition c'est Yoriko l'ombre du tigre qui est une créature légendaire humain et ninja. Un générique, un bleu, un noir, c'est une 1-3. Il a le ninjutsu de commandant, oui messieurs dames, qui coûte un bleu et un noir. En fait vous pouvez renvoyer en main une créature attaquante non bloquée que vous contrôlez, et vous mettez sur le champ de bataille cette carte engagée attaquante depuis votre main ou la zone de commandement. Donc le ninjutsu existait déjà, mais juste là ils ont fait une précision, c'est le ninjutsu de commandant, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en tant que commandant et faire du ninjutsu en disant hop, bah tiens t'es pas bloqué, bah tiens je te remplace. Le problème c'est que ninjutsu de commandant, l'avantage c'est que les ninjas, le ninjutsu, de manière générale, c'était ok je t'attaque, tu me bloques pas, bon c'est une petite carte de merde, ok, bah là boum, je la renvoie en main et boum t'as une carte que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas qu'elle était là, qui du coup va t'attaquer. Là c'est peut-être un peu moins intéressant du coup de savoir que le commandant c'est une créature avec le ninjutsu. Mais la capacité quand même, il y a une capacité à côté en plus. Chaque fois qu'un ninja que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez cette carte dans votre main. Chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au convertible de mana de cette carte. Alors là je suis super intéressé. Déjà parce que un ninja, donc chaque fois qu'un ninja, c'est pas au moins un ninja, c'est chaque ninja. Donc là le deck ninja c'est réel, je vais ressortir mes cartes de Kamigawa et on va essayer de monter un truc là. Après en dehors de ça, en dehors du ninja, bon elle c'est un ninja donc ça fonctionnera forcément, mais l'intérêt derrière c'est qu'il y a également une synergie. Encore une fois c'est vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et vous la mettez dans votre main. En plus vous faites perdre des points de vie équivalent au coût converti de mana de la carte, donc Aminatou peut vous aider à décider quelle carte vous allez mettre au-dessus de votre bibliothèque. Donc vraiment là ce serait le top de dire tiens j'ai mis un gros coup de mana pour tuer tous mes adversaires d'un coup, pourquoi pas. Ça peut être un kill en fin de partie si vous avez réussi à monter cette petite synergie entre les deux cartes. De l'autre côté qu'est-ce qu'on a? Ben, on a Yennet tout simplement qui va peut-être être contente de jouer Yoriko gratuitement et derrière éventuellement d'en tirer un avantage si justement il n'y a pas de bloqueur. Donc pourquoi pas, c'était un coup de mana à 3, voilà ça peut être intéressant, sachant que du coup
Enfin là, vraiment, entre ces deux commandants, entre Aminatou et Yennet, je pense que le but c'est vraiment d'essayer d'user un maximum votre bibliothèque et de voir un maximum de vos cartes. Et là, bah voilà, Yuriko elle est là aussi pour ça, elle va vous aider à piocher, enfin c'est pas de la pioche réellement, c'est mis dans la main. Mais justement, enfin là c'est vraiment intéressant, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose autour. Après, bah excusez-moi, Varina pour le moment, voilà. Rien à dire. La licorne loyale, donc une nouvelle créature de cette édition Commander 2018 dont on a déjà parlé, qui est très bien, c'est une créature licorne qui coûte 3 mana génériques, qui est 1 mana blanc, qui est une 3-4 avec la vigilance, et au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux créatures que vous contrôlez ce tour-ci. Les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Voilà, je l'avais déjà dit, c'est très bien. En plus, le fait que, justement, elle protège vos créatures des blessures de combat, ça va être intéressant, justement, sur notamment Yennet, qui est obligé d'attaquer. Et donc aussi, avec Yuriko, on a aussi une synergie, puisque ça prévient toutes les blessures de combat qui devaient être infligées aux blessures que vous contrôlez. Donc du coup, même si Yuriko arrive après, ça sera prévenu aussi. De l'autre côté, de toute façon, elle donne la vigilance à tout le monde, donc ça c'est vraiment... je pense que c'est vraiment le top du top. Et qu'il y a moyen d'en faire quelque chose dans les decks qui jouent blanc de manière générale. Donc voilà, je pense que dès que vous avez un minimum de créatures, la licorne loyale, c'est une valeur sûre. Vous voulez plus de ninja? On a encore un ninja, c'est le ninja des heures noires, qui coûte 3 mana génériques et 1 mana bleu. C'est une créature humain et ninja, eh oui, c'est une 2-2, elle a le ninjutsu pour 1 mana générique et 1 mana bleu, donc là c'est uniquement depuis votre main, évidemment. A chaque fois que le ninja des heures noires inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Et oui, donc là, du coup, c'est de la pioche, pure et dure, mais comme on aime. Donc ninja pour la vie, ninja, voilà. Je pense que c'est toujours un moteur de pioche, surtout dans un deck où on a justement des cartes, des créatures qui peuvent éventuellement ne pas être bloquées. Et surtout que derrière, on a un avantage à regarder le dessus de la bibliothèque, à les piocher, etc. Donc pourquoi pas. Moi je suis assez content de cette carte là, c'est une bonne réédition, on est content, on l'aime bien, on le veut, on le réclame encore. Alors une carte qui fait pas mal de synergie ici, c'est le Sphinx du Mystère, une créature Sphinx, et oui, qui coûte 2 mana génériques et 2 mana bleus, c'est une 4-4 vol, et à chaque fois qu'il attaque, chaque joueur choisit un nom de carte. Puis, chaque joueur révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. Si la carte qu'un joueur a révélée a le nom qu'il a choisi, ce joueur la met dans sa main. Dans le cas contraire, ce joueur la met au-dessous de sa bibliothèque. Là, tout l'intérêt, c'est de vraiment avoir l'information, qu'est-ce que vous avez au-dessus de votre bibliothèque. Aminatou, ok, du coup, elle vous permettra de voir ça. Avec Yennet, je vais pas dire qu'il y a une anti-synergie, parce que c'est pas vraiment le cas, c'est juste que ces deux cartes qui fonctionnent au même moment, c'est-à-dire au moment de la déclaration des attaquants. Donc faites attention également à quel ordre vous allez mettre les capacités dans la pile, c'est-à-dire que si jamais le Sphinx du Mystère se résout avant, vous allez peut-être perdre un avantage sur Yennet. Puisque bon, si... Alors, je pense que Yennet, l'intérêt ça va être de faire en sorte que vous castiez la carte gratuitement. Le Sphinx du Mystère, lui, il va juste vous dire, bon, écoute, moi je te la mets dans ta main, donc c'est peut-être un peu moins intéressant. Je ne sais pas, en plus... malheureusement, si vous ne deviniez pas correctement, elle part en dessous de la bibliothèque, donc ça peut vraiment être un inconvénient sur certaines cartes. Donc je ne sais pas, avec Yennet peut-être un peu moins, avec Aminatou il y a une synergie sûre et certaine, donc pourquoi pas. Et excusez-moi, mais il y a quand même un argument de poids pour que Yennet n'accepte pas le Sphinx, c'est qu'il coûte 4 mana, donc voilà, il est dégagé, hop, un coup de pied au cul, et puis on n'en parle plus. Ensuite, celui-là c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est le Voyant de Manteau Brune, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana bleu, 1 mana noir, c'est une créature vampire et sorcier 4-4 avec le vol. Déjà au niveau des statistiques on est bien, une 4-4 vol pour 4, ok. Au début de votre entretien, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque, perd un nombre de points de vie égal au coût converti de mana de cette carte, puis la met dans sa main. Alors là, vous allez me dire, ouais mais ça fait piocher l'adversaire là, non? Oui, mais bon, l'avantage en fait c'est que ça fait perdre des points de vie supplémentaires. C'est un moteur qui fait accélérer la partie en fait. C'est quelque chose qui va vraiment en fait faire en sorte que vous puissiez accélérer un petit peu la partie en réduisant le nombre de points de vie assez rapidement. Surtout si un de vos adversaires a le malheur de jouer un deck avec des gros coups de mana, il va le sentir passer, donc pourquoi pas. Sachant également qu'il y a plus ou moins une synergie avec Aminatou.
étant donné que là, on check le dessus de la bibliothèque. Donc, si jamais Aminatou a posé par exemple un terrain au-dessus de votre bibliothèque au tour précédent, l'avantage c'est que vous savez ce que vous allez piocher du coup, et c'est juste une carte qui coûte 0 de mana, donc vous ne prenez pas de blessure. Si vous avez moyen de vérifier le dessus de votre bibliothèque et de l'arranger comme vous voulez, je pense que le voyant en fait, il va faire... Alors certes, les adversaires vont piocher aussi, mais ils perdent beaucoup de points de vie alors que vous derrière, finalement, votre moteur de pioche ne sera pas le voyant, ça sera surtout Aminatou. Ensuite, une nouvelle carte du commandeur 2018 dont on a déjà parlé, c'est le golem de Géode qui coûte 5 mana générique, c'est une créature artefact golem, évidemment, qui a le piétinement, c'est une 5-3, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer votre commandant depuis la zone de commandement sans payer son coût de mana, mais vous payez quand même les coûts supplémentaires, donc la fameuse taxe par exemple de commandement, et à payer tout de même. Je vous l'avais déjà dit, je suis moyen fan de cette carte parce que je pense qu'elle peut justement vous permettre d'invoquer peut-être une fois votre commandant, pardon, mais de l'autre côté, étant donné qu'elle a 3 d'endurance, elle risque d'être fortement visée durant le tour des adversaires, déjà avant de pouvoir attaquer, et en plus derrière, je suis pas sûr qu'elle résiste beaucoup aux différents bloqueurs qui pourront se poser sur sa route. Donc jouer une fois le commandant gratuitement et encore en payant les taxes, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant avec les différents commandants qu'on a présents ici. Donc bon voilà, je le mettrai avec aucun des 3 decks. Même si Yennet peut le lancer gratuitement, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque Yennet devrait ne pas être sur le champ de bataille, du coup, pour que ce soit le plus intéressant. Donc bon, je suis pas fan, mais bon. Si vous trouvez un endroit où jouer un commandant très cher qui mérite d'avoir son golem de géode, écoutez, allez-y. Une autre nouvelle carte de ce commandeur 2018, la Nuit Incarnée, une créature élémentale qui coûte 4 mana générique et 1 mana noir, qui est une 3-4 avec le contact mortel, et quand il quitte le champ de bataille, toutes les créatures gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour, et en plus il a un coût d'évocation de 3 mana générique et 1 mana noir, c'est-à-dire que vous le lancez pour son coût d'évocation à la place de son coût normal, et derrière, au moment où il arrive sur le champ de bataille, en fait vous devez le sacrifier. L'intérêt c'est justement de déclencher son effet qui quitte le champ de bataille. Oui, pourquoi pas? Moi, je trouve ça intéressant le fait qu'il ait encore une fois quitté le champ de bataille. Là on est du coup sur une créature qui va plutôt fonctionner avec le Blink, donc avec Aminatou. Après je suis pas sûr que les autres commandants aient trop envie de se retrouver avec cette carte là, donc Varina c'est sûr que non, parce que malheureusement les zombies, plus de 3 d'endurance avec les zombies ça va être compliqué. Donc du coup voilà, Yennet à la limite s'en fiche un peu, elle a quand même 5 d'endurance, ça rasera une bonne partie du board, en plus la carte coûte 5 mana, elle a le contact mortel donc ça peut être assez intéressant aussi, ça fait un bon bloqueur, ça va dissuader vos adversaires en fait d'attaquer avec leurs créatures, donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose avec, peut-être pas forcément dans ces decks là, mais bon, le Blink au moins ça fonctionne, Aminatou étant un Planeswalker en plus on est content, voilà, elle va pouvoir gérer ça tranquillement. Une autre créature avec l'évocation, c'est le Vagabond des Pensées qui coûte 4 mana générique et 1 mana bleu. C'est une créature élémentale, elle aussi, qui est de 2 et qui a le vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, en fait, vous piochez 2 cartes. Et le coût d'évocation est en fait de 2 mana générique et 1 mana bleu. Tout l'intérêt ici, donc là vous avez compris, en fait, c'est également du Blink, parce que chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille, elle fait piocher 2 cartes. Aminatou va être 100% fan, là, il n'y a pas le choix. D'autre côté, du coup, il faut la lancer pour son coût normal, donc 5 mana. Mais pour 5 mana, avoir une 2/2 vol et en plus piocher 2 cartes, c'est largement valable. Sinon, c'est piocher 2 en fait pour 3, donc ça peut aussi être intéressant. Mais je pense que voilà, il vaut peut-être mieux la garder comme ça en coût normal. Yennet aussi serait content de l'avoir, étant donné qu'elle coûte 5 mana, donc c'est pas mal. Avoir une créature avec le vol, piocher 2 cartes supplémentaires derrière, c'est tout bénef. Donc je pense que là, les 2 commandants seront contents. Varina, écoute, Varina va te coucher. Une réédition très intéressante, c'est le Djinn au souhait, qui est une créature Djinn, oui, qui coûte 3 mana générique et 2 mana bleu, qui est une 4/4 vol. Elle arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs souhait sur elle. Et en fait, pour 2 mana générique et 2 mana bleu, vous pouvez retirer un marqueur souhait du Djinn au souhait, révéler la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût de mana, si vous ne le faites pas, exilez-la. Alors là, petite précision, vous êtes obligé de la jouer au moment où vous la révélez. C'est-à-dire, vous la révélez, vous pouvez la jouer tout de suite sans payer son coût de mana, si vous ne le faites pas, exilez-la. Donc là, attention quand même à ces petits points de règle. Alors, synergie en fait avec le Blink de Aminatou. Pourquoi? C'est simple, au bout d'un moment, il a plus de marqueur souhait, le Djinn, il est pas content.
Et donc du coup Aminatou elle dit bah tiens, pouf, t'es blink. Et tu reviens avec tes 3 marqueurs sur le champ de bataille. C'est fou, hein. La technologie, tout ça. Enfin, on a pensé à tout dans Magic quand même. C'est dingue. On redonne des vœux au Djinn avec un petit coup de blink. Donc, moi je le trouve assez intéressant parce que de manière générale, pas payer le coup de mana, bon... Enfin, voilà, je veux dire, vous payez juste 4 et vous avez retiré un marqueur d'une créature qui est déjà une créature viable, hein, je veux dire 4 vols pour 5, donc c'est quand même quelque chose qui encaisse pas mal et qui fout quelques patates, mine de rien. Donc je pense que là vous serez content de l'avoir dans le deck. Yennet aussi, puisque bon là on a quand même 5 mana, en plus derrière lui il permet aussi de jouer des cartes gratuitement. Donc là on est vraiment sur une synergie, allez hop je vais jouer mon deck gratuitement, je suis content, allez let's go. Donc ouais non, le Djinn des souhaits franchement, le Djinn au souhait pardon, il est vraiment sympa. Donc voilà, validé, approuvé. Une réédition du Fouilleur Phyrexian qui coûte 3 mana génériques et 2 mana noirs, c'est une créature zombie 3-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez la carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille, vous perdez autant de points de vie que le coût converti de mana de cette carte. Moi je trouve sympa, dans l'optique deck zombie avec Varina, l'avantage c'est que du coup bah, vous allez perdre des points de vie, certes, mais derrière, bon si c'est pour ramener un zombie utilitaire, généralement les zombies ne coûtent pas si cher que ça. Donc pourquoi pas perdre quelques points de vie pour animer une bête, en plus vous avez une 3-2, et surtout, Aminatou, synergie encore une fois avec le blink, quand elle arrive sur le champ de bataille, donc du coup boum, elle blink, elle revient, pareil avec Yennet, du coup pour 0, si c'est la carte qui est au-dessus de votre bibliothèque au moment où Yennet attaque, boum, vous la lancez, vous allez ranimer une bête, vous allez juste perdre des points de vie, donc vous avez eu gratuitement 2 bêtes, dont une qui est revenue de votre cimetière, vous avez perdu quelques points de vie, on s'en fout, voilà. Donc moi je trouve ça assez intéressant et je pense que ça vaut de réfléchir un petit peu sur l'intégration de cette carte dans les decks. Une autre nouvelle carte de cette édition, le Summer de Discord qui coûte 4 mana génériques et 2 mana noirs, c'est une créature démon. 6-6 avec le vol et quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez 2 joueurs. Chaque fois que des blessures sont infligées à l'un des joueurs choisis, l'autre joueur choisi perd aussi autant de points de vie. Alors moi je l'aime beaucoup ce démon parce qu'il faut un bordel monstrueux, alors sachant qu'en plus... vous avez le choix en fait de vous choisir vous aussi. Je ne sais pas quel sera votre plus gros intérêt pour ça, c'est-à-dire éventuellement, pourquoi pas si vous infligez des dégâts, alors pas de la perte de points de vie, hein, je rappelle, si vous infligez vous-même des dégâts pour que le joueur en question perde des points de vie, si jamais vous avez eu suffisamment de points de vie en fait pour pouvoir tenir le coup, et derrière... éventuellement, bah, du coup, infliger des blessures, faire perdre des points de vie, pardon, j'essaie d'être correct, à vos adversaires, d'accord, ok. Donc je ne sais pas, moi j'aime bien le fait que ça foute un bordel monstrueux. En plus c'est une 6-6 vol pour 6, bon voilà, ça se tente tranquille. Bon, après, au niveau des synergies, Aminatou, l'avantage c'est que du coup, bah, vous pouvez le changer en fait avec le blink, vous pouvez changer les joueurs que vous avez choisis. Donc du coup, hop, bah tiens, je suis plus là, je reviens sur le champ de bataille, je choisis 2 nouveaux joueurs, on remplace les anciens. Donc pourquoi pas, ça permet de changer un petit peu. Ça pourrait faire un petit côté politique aussi, c'est-à-dire, mais écoute, viens me taper, j'ai quand même pas mal de points de vie, mais lui, il est vraiment en train de nous foutre dans la merde. Écoute, viens me taper un petit peu, bam, allez hop. Et puis, et comme ça fout des blessures à l'autre aussi, parce que malheureusement, l'autre, on peut pas l'attaquer, ou il y a des trucs qui nous bloquent dans tous les sens, pourquoi pas. Mais bon voilà, je pense que ça peut être intéressant, voir un petit peu ce que ça peut donner sur la table. Des essais à faire, beaucoup d'essais, et on verra où ce démon pourra nous mener. Le Sphinx de l'île de Djer, qui est une créature Sphinx qui coûte 4 mana génériques et 2 mana bleus. C'est une créature 5-5 avec le vol et le linceul, et vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Ben écoutez, voilà, vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque, au moins vous savez ce que vous allez y trouver quoi. En fait, je pense surtout que l'avantage principal, c'est si jamais vous n'avez pas Aminatou ou Yennet sur le champ de bataille, avec Yennet, en fait, il va fonctionner, puisque du coup, il vous permet de vérifier si la carte en question, ça va être une carte impair ou non, si éventuellement, il va y avoir des effets durant la phase de combat, etc. Donc là, pourquoi pas. Avec Aminatou, je pense surtout qu'en fait, c'est censé remplacer le fait que vous n'avez pas Aminatou sur le champ de bataille. Si jamais vous ne l'avez pas, bah du coup, vous pouvez quand même vérifier la carte dessus. Certes, vous ne pouvez pas la changer, mais au moins, vous pouvez la vérifier. Si vous avez quelque chose pour piocher derrière, vous pouvez faire en sorte, bah, du coup, de la piocher, de la dégager, peu importe. Donc voilà, je pense c'est un petit peu une carte aussi de remplacement, un petit soutien on va dire, dans la mécanique du deck. Prochaine créature, la Valkyrie d'Adarkar, qui coûte 4 mana génériques et 2 mana blancs, c'est une créature neigeuse ange,
qui est 4-5 et qui a le vol et la vigilance. Vous pouvez l'engager. Quand la créature ciblée autre que la créature d'Adarkar meurt ce tour-ci, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Alors là encore une fois, je pense que c'est aussi une carte de soutien. Oui bon, c'est une créature neigeuse, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Laissez tomber. En fait, l'intérêt, je pense surtout, c'est encore une fois une créature de soutien, c'est-à-dire que quand Aminatou n'est pas là pour blinker des créatures, vous pouvez le faire par exemple en allant sacrifier vos créatures, en les envoyant dans la bouche de vos adversaires, et justement en redéclenchant un effet d'arrivée sur le champ de bataille, sachant que évidemment il y a un côté dissuasif derrière, c'est-à-dire que bon, si jamais vous attaquez avec une créature que les gens n'ont pas envie de vous revoir venir sur le champ de bataille, eh bien elle va foutre une patate dans la gueule de votre adversaire, puisque ils savent très bien que vous pouvez ranimer la créature en question, donc pourquoi pas, je pense que ça c'est intéressant. Pas sûr que ce soit utile avec Yennet. Varina, je pense que oui. Donc du coup, là, c'est encore une fois un des moteurs de récursion qui peut être utile avec Varina. Mais Yennet, non, je ne suis pas sûr, Elle coûte 6 en plus, donc là, c'est un peu raciste, mais c'est comme ça. Non. Un autre classique volant, le Sphinx Dutun, qui est une créature Sphinx, encore une fois, oui, qui coûte 5 mana génériques et 2 mana bleus. C'est une 5-6 avec le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 5 cartes de votre bibliothèque. Un adversaire sépare ces cartes en 2 tas, et vous mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. C'est en fait tout simplement un Factor Fiction sur une créature. Factor Fiction fait aux fictions en français, voilà, je trouve ça un peu moins clinquant, mais bon. Fait aux fictions en fait, qui vous fait pareil, 5 cartes du dessus de la bibliothèque, c'est en éphémère, ça coûte 3, oui 3. Et du coup, vous faites pareil, exactement la même chose. Donc là, bon, c'est sur une bête. L'avantage, c'est qu'il coûte 7, donc du coup, Yennet peut le lancer gratuitement, et c'est quand même 5-6 vols, beaucoup d'endurance. Derrière, bon voilà, il y a les effets de blink avec Aminatou qui peuvent fonctionner dessus. Bon, Varina, voilà, hein, ça peut fonctionner avec la synergie cimetière aussi, vu que votre adversaire va choisir certainement l'état, mais vous choisissez lequel vous gardez et lequel vous jetez. Donc ça peut être fort utile également dans ce deck-là. Alors une créature peut-être un petit peu too much, c'est l'avatar de Serra, qui a une force et une endurance chacune égale à votre total de points de vie. Le problème c'est que il coûte 4 mana génériques et 3 mana blancs, c'est une créature avatar. Et en plus quand il est mis dans un cimetière, du coup vous le remélangez dans la bibliothèque de son propriétaire, bon voilà. En fait moi je trouve que c'est un peu too much pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que aucune capacité d'évasion, bon il coûte 7 mana, il coûte 3 mana blancs, c'est horrible, hein. Honnêtement pour un deck tricolore, qui coûtait 3 fois la même couleur de mana, c'est assez terrible. Je dis pas que vous ne l'aurez pas, hein, mais c'est juste que il y a peut-être des fois où vous allez être un peu en rade, vous allez dire mince je peux pas le lancer parce que j'ai beaucoup de bleu, j'ai beaucoup de noir, mais j'ai pas assez de blanc. Fuck it, voilà. Donc c'est un peu dommage. Derrière, bon voilà, c'est égal à votre total de points de vie. Ok, d'accord, c'est alléchant, je veux bien. Ça revient dans la bibliothèque à chaque fois. Ok, d'accord. Je pense que tout l'intérêt, à la limite, ça va être avec Yennet de faire en sorte de pouvoir le lancer gratuitement très vite. Parce que si vous devez attendre que vous ayez vos 7 mana pour pouvoir lancer ça, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Pour la suite, une créature que j'apprécie pas mal, c'est le Sphinx du Logogriffe, qui est une créature artefact Sphinx, oui, tout à fait, qui coûte 4 mana génériques, 1 mana blanc, 1 mana bleu, 1 mana noir. C'est une 5-4 vol. Quand il est mis dans votre cimetière depuis le champ de bataille, mettez-le en 3ème position à partir du dessus de votre bibliothèque. Intéressant. Mais également, c'est un sort qui a la cascade. Alors un petit rappel sur ce que c'est la cascade. Quand vous jouez ce sort, en fait, au moment où vous le jouez, non pas quand il arrive sur le champ de bataille, mais quand vous le jouez, vous allez exiler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à révéler une carte, en fait, enfin jusqu'à exiler une carte plutôt, non terrain, d'un coût de mana inférieur à celui du coup du sort qui a la cascade. Donc là, ici, c'est 7 mana. Et ensuite, vous allez tout simplement pouvoir le lancer, si vous le souhaitez, sans payer son coût de mana. Donc voilà, ça c'est un sort gratuit, allez hop. Et en plus, derrière, vous mettez toutes les cartes qui ont été exilées au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est une capacité qui a pas mal de synergie, surtout des combos dans certains formats. Bon là, on est moins sur une optique de combo, mais moi je l'aime beaucoup surtout parce qu'en fait le Sphinx, étant donné que quand il va être mis au cimetière, il est remis au-dessus de votre bibliothèque en 3ème position. C'est un énorme avantage parce qu'en plus, déjà pour Aminatou, vous pouvez anticiper un petit peu et justement aller la chercher si possible. De l'autre côté, pour Yennet, c'est un avantage, vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir la lancer, gratuitement en plus. Sachant que du coup, le fait de pouvoir lancer gratuitement avec Yennet n'empêche pas la cascade d'arriver, c'est juste que vous ne payez pas le coût de mana, c'est tout. Mais le coût converti de mana de la carte est toujours le même, c'est-à-dire 7.
Et du coup, comme elle est en impair, on est content parce que là, ça synergise bien. Les sphinx entre eux, il y a toujours un petit truc, voilà, enfin bon. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je l'aime beaucoup, en fait, c'est une carte qui vous permet quand même de jouer un sort gratuitement derrière. Donc, alors c'est sûr, il y a des sorts que vous n'allez pas trop avoir envie de lancer comme ça à l'arrache, du style des éphémères qui détruisent des créatures ou qui ont des effets à des moments particuliers de la partie. Donc voilà, je pense que ça reste quand même une carte assez intéressante. Alors une carte qui me plaît beaucoup parce que c'est une réédition de Planechase, encore une fois une édition qui a été trop peu connue. C'est le Oni à la lame silencieuse, une créature démon et ninja, oui, les démons sont des ninjas aussi, qui coûte 3 mana génériques, 2 mana bleus et 2 mana noirs, c'est une 6-5 avec le ninjutsu, pour 4 mana génériques, 1 mana bleu et 1 mana noir, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, regardez la main de ce joueur, vous pouvez lancer une carte non-terrain qui s'y trouve sans payer le coût de mana de cette carte. Mon dieu, je suis... Je veux dire, on parle de lancer des cartes gratuitement dans tous les sens avec ces decks-là. Je trouve qu'on y est totalement avec cette Oni, mais qui vous permet en plus d'aller piquer une carte d'un adversaire. Enfin voilà, c'est fort. Si en plus vous avez éventuellement moyen de savoir quelles sont les cartes dans la main des adversaires, il y a moyen que du coup vous arrangiez pour savoir exactement qui viser avec. Alors attention, par contre, c'est le joueur que vous attaquez auprès duquel vous allez récupérer la carte. Hein, attention, petite précision, on n'oublie pas quand même. Moi je le trouve intéressant, il fonctionne bien avec Yenet, encore une fois, puisqu'il sera gratuit à jouer. Certes, il n'y aura pas le ninjutsu du coup, mais pourquoi pas, je veux dire, avoir une créature du coup qui vient gratuitement comme ça pour 0, alors qu'elle est censée coûter 7 mana ou alors 6 en ninjutsu, sachant qu'il y a aussi l'autre situation, c'est-à-dire que Yenet peut attaquer, derrière déclencher son effet, et ensuite, au moment où la phase des bloqueurs est passée, c'est-à-dire avant les blessures de combat, vous faites le ninjutsu sur Yenet pour la renvoyer en main, donc du coup il n'y aura pas de taxe de commandement non plus, et vous avez ninjutsu Oni à la lame silencieuse, et vous pouvez aller récupérer une carte dans la main de votre adversaire. Je pense que c'est pas mal. Il faut y penser aussi à cette synergie-là, en fait, où Yenet, étant donné qu'elle va être complexe à bloquer, le ninjutsu peut être utilisé sur elle, surtout que c'est pas un inconvénient avec le commandant de le faire renvoyer dans la main, vu que vous pouvez le relancer pour son coup de mana normal sans avoir à payer de taxe. Et en plus, ça n'ajoute rien à la taxe aussi, donc du coup, on peut être content là-dessus, et je pense que là, il y a une bonne petite synergie avec le ninjutsu et Yenet, un petit supplément en fait à ce qu'elle peut faire. Alors on en a fini avec les créatures, on va passer maintenant aux artefacts. Il y en a quelques-uns quand même dans ce deck, c'est sympa à voir. Notamment on a, oui, vous le connaissez, mais oui, c'est l'anneau solaire tout simplement. Il coûte un mana générique et vous l'engagez pour faire 2 mana incolore, voilà, tout simplement. On a ensuite une série de cachets, le cachet d'Azorius, le cachet d'Orzhov, le cachet de Dimir, tous les 3 qui coûtent 2 mana génériques et vous pouvez les engager pour 1 mana générique et créer en fait la combinaison qui correspond du coup pour Azorius à du blanc-bleu, à Orzhov du coup du blanc-noir et avec Dimir du bleu-noir bien sûr, voilà, comme ça on a nos 3 couleurs qui sont fixées, c'est parfait. On trouve l'un de nos artefacts favoris, la pierre de l'esprit, pour 2 mana génériques qui fait du mana incolore en s'engageant ou en payant un mana générique en l'engageant et la sacrifiant. Vous pouvez piocher une carte, c'est toujours sympa. La boule de cristal pour 3 mana génériques qui est un artefact qui demande de payer un mana générique et de l'engager pour faire un regard 2, très utile du coup pour tous les decks qu'on a ici présents pour savoir ce qu'il y a au-dessus de votre bibliothèque. On a ensuite la lanterne du voyant, bah pareil, un artefact pour 3 mana génériques qui fait un mana incolore, et pour 2 mana génériques qui s'engagent pour faire un regard 1. Bon, peut-être un peu moins efficace du coup que la boule de cristal, mais lui il fait du mana aussi. C'est un petit ajout, et bon, peut-être que regard 1, c'est sûr, mais bon. On fera avec. Une autre carte classique du commandeur, la sphère de commandement qui coûte 3 mana génériques, vous pouvez l'engager pour faire n'importe quel mana de la couleur de l'identité colorée de votre commandant. Et en plus, vous pouvez la sacrifier gratuitement, comme ça, sans l'engager, sans rien faire, juste la sacrifier, pour piocher une carte. Donc toujours une bonne carte à mettre dans vos decks commandeurs. On a 3 enchantements, voilà, bon. On va en parler assez rapidement. La forme lumineuse, qui coûte 1 mana générique et 2 mana blanc. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle devient une aura avec enchanté créature. Ensuite, vous manifestez la carte du dessus de votre bibliothèque, et vous lui attachez la forme lumineuse. Et la créature enchantée a le vol et le lien de vie.
Alors, une petite précision. Donc là, on est encore une fois avec toujours le fait de jouer avec le dessus de la bibliothèque. L'aura, en fait, si jamais vous retournez la carte face visible parce que c'est une créature, ce que j'espère que vous aurez fait, l'aura reste attachée à la créature en question. Donc du coup, elle gardera l'enchantement avec le vol et le lien de vie. Donc manifester, je vous rappelle, hein, vous mettez la carte du dessus de votre bibliothèque sur le champ de bataille en tant qu'une 2-2 face cachée. Et ensuite, du coup, si c'est une créature, vous pouvez payer le coup de mana pour la retourner. Et justement, ça va être là l'intérêt d'essayer de retourner cette carte pour en plus avoir une value supplémentaire, donc lui donner le vol et le lien de vie si elle ne l'avait pas auparavant. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant, vu que là, la manifestation, en fait, étant donné qu'on va essayer de contrôler un maximum le dessus de la bibliothèque, ça peut être intéressant à voir s'il n'y a pas des cartes qui valent un petit peu plus, en fait, au niveau de cette manifestation et qui donnent des meilleurs effets. Mais justement, on en a une autre de carte avec la manifestation, c'est la forme nuageuse, qui coûte 1 mana générique et 2 mana bleus. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle devient elle aussi une aura pour enchanter une créature. Manifestez la carte du dessus de votre bibliothèque et attachez-lui la forme nuageuse. La créature enchantée a le vol et la défense talismanique. Donc là quand même, entre ces deux cartes, on se retrouve avec deux enchantements qui donnent déjà toujours le vol, donc du coup une capacité d'évasion assez intéressante. Bon, il y en a une qui donne le lien de vie, c'est sympa. C'est toujours bien de gagner des points de vie supplémentaires. Et l'autre, la défense talismanique, là c'est vraiment le top du top. Donc ne pas être la cible de sorts ou de capacité, c'est toujours vraiment sympa. Donc voilà, moi je pense que c'est deux cartes qui valent le détour et qui pourraient, qui sait, qui pourraient vraiment s'intégrer dans ce genre de deck avec le contrôle du dessus de la bibliothèque. Donc bon, à voir. Alors on a parlé de la manifestation, ça tombe bien, ils ont sorti une nouvelle carte dans cette édition, tout spécialement pour cette mécanique-là, qui s'appelle d'abord, pardon, on va la nommer d'abord, hein, c'est peut-être mieux, qui s'appelle la Brume Primordiale, 4 mana génériques et 1 mana bleu. Au début de votre étape de fin, vous pouvez manifester la carte du dessus de votre bibliothèque, exiler face visible un permanent face cachée que vous contrôlez, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Il y a également une précision au niveau des règles, c'est-à-dire que vous payez toujours les coûts de la carte en question que je voulais jouer, donc qui était face cachée, et en plus il y a les restrictions de temps qui s'appliquent quand même. C'est-à-dire que vous devez jouer les rituels au moment où vous pouvez jouer les rituels, les éphémères au moment où vous pouvez jouer les éphémères, etc. Vous avez compris. Mais du coup, je pense que c'est assez utile, surtout pour corriger les petites boulettes en fait que vous pourriez avoir avec la manifestation. Alors, j'ai eu un petit doute en fait vis-à-vis de la mécanique proposée ici, parce que manifester des cartes en boucle, c'est pas non plus le but. Le but, ce serait justement qu'on tire un avantage via les mécaniques des différents commandants sur le fait de savoir quelle est la carte dessus de la bibliothèque. Après, il est bien noté que vous pouvez manifester la carte dessus de votre bibliothèque. Je trouve ça un peu cher en fait finalement de payer 5 pour éventuellement de temps en temps se dire ok, cette carte là je pense qu'elle sera mieux manifestée. Mais bon, il y a peut-être des decks un deck à construire autour avec beaucoup de manifestations. Il faut voir, je suis assez intrigué. Voyons voir si ça fonctionne ou non. On passe ensuite aux éphémères et là je vais rectifier tout de suite une boulette. Je suis vraiment désolé parce qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que Remue Méninge, Brainstorm, n'était pas présent dans le deck, mais en fait si, il est totalement, il est là, je le vois, il coûte un bleu, et vous piochez 3 cartes, vous mettez ensuite 2 cartes de votre main, au-dessus de votre bibliothèque, dans n'importe quel ordre. Donc là, honnêtement, sur le fait de... enfin je ne sais pas, on parle de regarder le dessus de la bibliothèque et de trier les cartes dessus. Aminatou, ok, Yenet, encore plus qu'ok, donc voilà, moi je dis validé, 100% validé. Heure révélatrice, pour un mana générique et un mana bleu, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez une de ces cartes dans votre main, une autre au-dessus de votre bibliothèque, et la dernière au-dessous de votre bibliothèque. Alors là, c'est un brainstorm un peu moins bien, évidemment, mais c'est toujours intéressant de pouvoir savoir, du coup trier aussi, se dire finalement qu'il y a une carte, vous allez en avoir la valeur tout de suite, une autre que vous allez pouvoir synergiser avec l'un des commandants, et la dernière qui est vraiment pas utile, donc du coup... à moins que vous tombiez sur 3 terrains d'un coup, bon, et encore vous pouvez vous dire ah ça va plus ou moins filtrer, bon, à moins que vous ayez 3 fois le même terrain, mais bon là on part vraiment des suggestions assez terribles, donc je pense que ça se garde tout simplement pour le fait de pouvoir encore une fois trier le dessus de la bibliothèque, et surtout avec 3 cartes, donc là vous avez quand même à nouveau comme le Remue Méninge, vous avez les 3 cartes et vous triez où est-ce que vous voulez les mettre. C'est juste que vous n'en aurez pas 2 au-dessus de la bibliothèque, vous n'en aurez qu'une. Ah, c'est dommage. Prédiction. Pour un mana générique et un mana bleu, choisissez un nom de carte, puis le joueur ciblé met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Si cette carte a le nom choisi, vous piochez 2 cartes, sinon vous piochez une carte. Alors là, du coup, il va falloir trouver un moyen de regarder la carte du dessus de la bibliothèque de l'adversaire. Ce qui se fait pas souvent,
sauf sous certaines conditions, il y a des cartes de Magic qui le font. Je vous conseille de vous renseigner un petit peu si jamais vous voulez jouer prédiction et en faire quelque chose dans votre deck. Après voilà, bon, ça vous fait piocher 2, pourquoi pas. Je pense que bon, ça peut être assez utile, mais là on joue plus sur le dessus de notre bibliothèque, à moins que vous voulez jouer avec le... Enfin, que le joueur ciblé en fait soit vous, et que vous disiez, ah mince, cette carte là je l'aime pas, j'ai vu la carte qui est au-dessus, je l'aime pas du tout. Bah tiens, c'est telle carte que j'ai au-dessus de ma bibliothèque, ok, bah ah bah tiens, je la mets au cimetière, ok, ah bah j'ai deviné c'était la bonne, donc du coup je pioche 2 cartes. Ça permet de filtrer un petit peu, je pense que ce sera plutôt dans cet ordre là que de le faire sur un adversaire. Donc pourquoi pas. Échange au berceau, un éphémère tribal change forme, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana blanc, qui a le changelin, donc il a tous les types de créatures à tout moment. Et vous exilez la créature ciblée, son contrôleur crée un jeton de créature 1/1 incolore change forme avec le changelin. Ok. Peut-être, je ne sais pas trop là, je vous avoue que je suis un peu perdu de voir cette carte ici. Étant donné que bon, bah, à la limite elle a un... Allez, elle a un coup impair, donc du coup Yenet peut être contente d'avoir un anti-bet comme ça, c'est quand même une carte qui exile une créature. Donc pourquoi pas. Après voilà, bon ça fait un petit 1/1 changelin, bon c'est pas très grave. Un autre éphémère assez classique, la mortification, qui coûte un mana générique, un mana blanc, un mana noir, qui détruit la créature ou l'enchantement ciblé. Donc bon bah écoutez, voilà, hein, ça se garde, je veux dire c'est un pet enchantement, un pet créature pour 3 mana. Bah déjà c'est 3 mana, donc du coup Yenet valide, totalement. Et bah ensuite voilà, enchantement ou créature. Enchantement en plus, voilà, bah, c'est quand même sympa d'en avoir toujours avec soi. Donc validé. Encore un charme, le charme d'Esper, qui coûte un mana blanc, un mana bleu, un mana noir, bien sûr, puisque c'est Esper. Et vous choisissez l'un parmi ceux-ci, soit détruisez l'enchantement ciblé, soit piochez 2 cartes, soit le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Détruire l'enchantement ciblé, toujours bien d'avoir un utilitaire comme ça. Bon après, les 3 couleurs de mana d'un coup, ça fait un peu mal. Piocher 2 cartes pour 3, toujours bien, en éphémère, en plus ça c'est top. Et le joueur ciblé se défausse de 2 cartes, pourquoi pas, éventuellement, si vous savez qu'il y a une carte à son avantage, je pense que ça peut être assez utile en fait de s'en débarrasser. Destruction totale, 2 mana génériques, un mana blanc, un mana noir. Vous exilez le permanent non terrain ciblé. Un classique, c'est-à-dire là on parle vraiment de exiler un permanent non terrain. C'est pas détruire, donc là c'est vraiment la totale, ça détruit tout, tout ce qu'il faut. Donc, enfin ça exile tout ce qu'il faut. Donc du coup, je pense que ça c'est une carte à garder de manière générale quand vous jouez blanc-noir. C'est un utilitaire, un removal en fait qui est assez sympathique. Un autre classique du commandeur, un autre removal aussi, c'est le rendre à la poussière, qui coûte 2 mana génériques et 2 mana blancs. Vous exilez un artefact ou un enchantement ciblé. Si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, vous pouvez exiler jusqu'à un autre artefact ou enchantement ciblé. Donc là, bah, en fait, c'est un éphémère que vous allez avoir envie de jouer en rituel. Et oui, hein, c'est la partie de spirale temporelle, où on aimait bien faire des trucs comme ça, ou dire, ah bah tiens, tu vas jouer des éphémères pendant ta phase principale. Donc bon. Après l'avantage c'est que du coup il est assez flexible, si vous avez vraiment un artefact ou un enchantement très chiant dans l'immédiat, vous avez de quoi le gérer, et sinon bah, vous avez de quoi en gérer 2 en phase principale, pourquoi pas. Donc voilà, grand classique à garder si jamais vous jouez blanc. Une réédition ensuite, le toucher de l'éther-mage qui coûte 2 mana génériques, un mana blanc, un mana bleu. Vous révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature parmi elles, elle acquiert au début de votre étape de fin, renvoyez cette créature dans la main de son propriétaire. Mettez ensuite sur le reste des cartes révélées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Alors, moi je vois des synergies, messieurs, dames. Et oui, des synergies. Et oui, parce que la créature en question que vous allez révéler, donc alors, il va falloir espérer avoir une créature dans les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, mais justement, le but ça va être de pouvoir déjà gérer cette partie-là, de dire, ok, je sais ce qu'il y a au-dessus de ma bibliothèque, je sais qu'il y a une créature pas loin. D'accord. Éventuellement, une bonne créature, je dirais même une excellente créature. Pourquoi? Il y a une synergie avec Aminatou. En fait, il est noté que la créature acquiert au début de votre étape de fin, renvoyez cette créature dans la main de son propriétaire. Sauf que, si Aminatou exile la carte de créature en question, si elle la blink, la créature n'a plus cette capacité. C'est-à-dire que finalement, pour 4, vous avez joué une créature gratuitement, en ayant pris le temps évidemment d'avoir votre commandeur à côté pour faire un petit -1 dessus. Donc, en plus, si vous avez un petit effet d'arrivée en jeu, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait par exemple piocher 2, pourquoi pas. Je prends un exemple totalement au hasard évidemment,
Mais hop, piochez 2. Donc elle arrive en jeu pour 4. Ensuite derrière vous dites ok, je vais utiliser la capacité d'Aminatou, blink. Elle perd la capacité comme quoi elle doit justement retourner dans la main de son propriétaire à la fin du tour. Et en plus du coup, un autre effet d'arrivée sur le champ de bataille. C'est parfait, c'est la totale. Je pense qu'il y a une petite synergie là-dessus. Et du coup que ça vaut le coup en fait de les garder ensemble ces deux cartes. Peut-être qu'avec les autres commandants ça allait beaucoup moins. Je pense que c'est un peu moins intéressant. À moins que vous ayez vraiment des gros coups de mana du coup dans votre deck. Mais voilà, et des effets d'arrivée en jeu assez radicaux en fait. Mais là, je ne suis pas sûr que ça soit très utile de la jouer ailleurs qu'avec cette petite synergie qui va en fait vous faire gagner, je pense, pas mal de value de manière générale. Notre dernier éphémère, c'est une frappe de bannissement qui coûte 5 mana génériques et 1 mana blanc. Mettez l'artefact ciblé, la créature ciblée ou l'enchantement ciblé au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et oui, bon, c'est un peu cher quand même, hein. Vous savez quoi, il y a un coup de miracle. Le miracle, en fait, c'est quand vous piochez cette carte, quand c'est la première carte que vous piochez durant le tour, que vous piochez, je précise, pas que vous mettez dans votre main, que vous piochez, vous pouvez en fait la révéler et la payer pour son coup de miracle. Alors là, c'est un miracle à 1 mana blanc, c'est plutôt pas mal, en plus c'est un super anti-bet honnêtement. Donc là, voilà, je pense que ça vaut le coup en fait de la jouer. Surtout que du coup avec Aminatou, vous pouvez faire en sorte de savoir quelle sera votre prochaine pioche. Plus avec les différents moyens que vous avez justement de regarder le dessus de la bibliothèque et de savoir ce que vous allez jouer. Ou d'en trier le dessus. Donc moi je pense que ça vaut son pesant d'or avec ce genre de deck. On passe au rituel, il y en a quelques-uns. Des classiques comme par exemple Contemplation pour un mana bleu. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque et remettez-les ensuite dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez mélanger ensuite votre bibliothèque. Piocher une carte. Donc là, c'est vraiment, je trie les 3 cartes, ensuite je pioche. Donc là, vraiment, l'intérêt, ça va être de contrôler quelle est la deuxième carte du dessus de votre bibliothèque pour utiliser les capacités, pour Aminatou, pour Yenet, éventuellement. Donc voilà, après, ça reste un sort de pioche très classique, qui est joué un petit peu partout, dès qu'on a besoin d'un peu de pioche. Donc voilà, moi, je pense que ça se garde tranquillement. Alors, un sort de pioche pas du tout classique, celui-ci, c'est le Présage, qui coûte 1 mana bleu. Vous regardez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé et vous les remettez dans n'importe quel ordre. Vous pouvez ensuite contraindre ce joueur à mélanger sa bibliothèque, piocher une carte au début de l'entretien du prochain tour. En fait, c'est exactement pareil que Contemplation, sauf que au lieu de piocher tout de suite, vous piochez au début du prochain entretien. L'intérêt, en fait, c'est que là, vous pouvez également emmerder un adversaire si vous savez qu'il a justement une carte intéressante au-dessus de la bibliothèque. Donc là, encore une fois, on est vraiment sur est-ce que vous voulez contrôler l'adversaire ou est-ce que vous voulez en profiter, le faire pour vous. Est-ce que vous pouvez faire pareil que pour Contemplation et du coup le faire sur vous. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de regarder si cette carte va se valider avec ce genre de commandant. Donc faut tester, il faut tester. La chasse au trésor, un rituel qui coûte 1 mana générique et 1 mana bleu. Vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte non terrain et mettez ensuite toutes les cartes révélées de cette manière dans votre main. Donc là justement l'intérêt c'est de faire en sorte de recycler vite ces terrains, de les faire revenir dans la main, hop, et passer directement à la prochaine carte active, donc qui n'est pas un terrain. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Alors après Yenet n'est pas contente parce que ça coûte un nombre de mana pair, mais pourquoi pas, bon. Ça peut être assez intéressant à jouer. Je pense que de manière générale, voilà, c'est surtout contrôler un petit peu le dessus de la bibliothèque. Si jamais vous ne pouvez pas, du coup vous avez la chasse au trésor. Voilà, ça se garde. Autre rituel, la cache au rêve, une vieille réédition d'une carte qui date de la 6ème édition. Oh mon dieu que ça date. Ça commence déjà à dater un petit peu quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main, toutes les deux soit au-dessus, soit au-dessous de votre bibliothèque. Et ça coûte 2 mana génériques et 1 mana bleu. Donc là, on est vraiment sur, comment dire, vous avez vu Remue-Ménage tout à l'heure, qui coûte 1 mana bleu, qui est en éphémère, qui fait pareil, sauf que ça met au-dessus de la bibliothèque les 2 cartes dans n'importe quel ordre. Là, on est sur un rituel qui fait pareil, mais qui coûte 3 mana, et qui met en fait soit au-dessus, soit au-dessous, mais malheureusement, soit toutes les deux au-dessus, soit toutes les deux au-dessous. J'espère que si vous voulez mettre au moins une carte au-dessous de la bibliothèque, que vous en aurez une autre pour l'accompagner. Je suis pas trop fan justement parce que bon, pour moi c'est strictement en fait remue-ménage en moins fort. Bon, après, le fait que Yenet peut éventuellement le lancer en éphémère durant la phase de combat, ok, pourquoi pas, allez. On peut voir ce que ça donne, on peut tester un petit peu tout ça. Un autre rituel, Implorer les anges, qui coûte 2 fois X, 3 mana blanc,
créer X jetons de créatures 4/4 blanches anges avec le vol, mais il y a un coup de miracle, encore une fois, qui coûte X et 2 mana blancs. Alors là, encore une fois, c'est une carte... bon, c'est les cartes avec le miracle, là, il y en a quand même quelques-unes dans le deck, préparez-vous. Le but, c'est vraiment justement de faire en sorte que la carte du dessus de votre bibliothèque, vous sachiez que c'est celle-là et que ce sera la première que vous piochez. Donc là, encore une fois, Aminatou peut vous y aider. Malheureusement, Yenet, il va y avoir un petit souci si vous voulez lancer cette carte avec, puisque il y a un coup de X dedans. Du coup, le souci principal, c'est que vous ne pouvez pas, enfin si vous payez le sort gratuitement, vous ne pouvez pas payer X. Et le coût converti de mana est bien de 3, hein, donc c'est un sort impair. Donc là, waouh, c'est pas très synergique avec Yenet, malheureusement. Autre carte avec le miracle qui est celle-ci, une nouvelle carte de l'édition, et oui, Implorer les morts, puisqu'on a imploré les anges, on a maintenant imploré les morts, qui coûte également 2 fois X et 3 noirs, renvoyez sur le champ de bataille X cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière, et le coup de miracle, mais lui, il est lui aussi de X et 2 mana noirs. Alors là, c'est vraiment un copier-coller de Implorer les anges, en fait, qu'ils ont fait. L'avantage c'est que du coup vous pouvez plus jouer avec votre cimetière. Donc là, au niveau de Varina, je pense que ça peut être assez utile finalement. On va peut-être essayer de voir les synergies qui sont possibles avec ce genre de carte. On est plus peut-être sur un deck réanimation qui va avoir envie d'avoir cette carte là. Et d'ailleurs c'est bien parce que c'est le genre de carte qui manque, de pouvoir de réanimer plusieurs bêtes en même temps directement sur le champ de bataille, parce que c'est quand même fort, hein. Je veux dire, vous renvoyez directement des créatures sur le champ de bataille, juste en ayant payé X et 2 noirs si vous avez lancé le coup de miracle. Je trouve ça quand même pas mal du tout. C'est vraiment bien, j'ai hâte de voir ça jouer dans les decks réanimation en fait. Une autre carte avec le miracle, c'est la marée dévastatrice qui coûte 3 mana génériques et 2 mana bleus. Renvoyez tous les permanents de mon terrain dans les mains de leur propriétaire, et le coup de miracle est de 1 mana générique et 1 mana bleu. Comment dire, bon, évidemment ça touche tout le monde, donc ça vous touche aussi, malheureusement. Mais ça peut être très utile, sachant que vous n'êtes pas obligé de le caster au moment où vous la piochez, si c'est votre première carte du tour. Donc je pense que ça se garde surtout pour les situations désespérées, en espérant que ce soit éventuellement un de vos top decks. Mais je pense que 5 mana, dans tous les cas, c'est pas non plus trop cher pour la jouer. Si jamais vous êtes vraiment dans la merde, je pense que vous serez très content de l'avoir. Ensuite, la dernière carte avec le miracle de ce deck, c'est le Terminus, qui coûte 4 mana génériques et 2 mana blancs. Mettez toutes les créatures au-dessous des bibliothèques de leur propriétaire, et le coup de miracle est de 1 blanc. Vous avez bien entendu, oui. C'est l'une des meilleures vrasses, en fait, de Magic. Le problème étant, c'est que si jamais vous piochez beaucoup, et que vous piochez cette carte-là, elle vous coûtera 6 à faire. Après, le fait de ne pas détruire les créatures, et donc du coup de ne pas alimenter éventuellement les decks qui vont justement jouer sur le cimetière, c'est très intéressant, et les mettre au-dessous des bibliothèques de leurs propriétaires, là c'est vraiment le top du top, c'est le fond du fond. Une autre vrasse qui s'appelle la Vengeance selon Achroma, qui coûte 4 mana génériques et 2 mana blancs, qui détruit tous les artefacts, les créatures et les enchantements, donc là c'est déjà top, parce que c'est pas juste un anti-bête, c'est un anti-artefact et enchantement, donc vous allez être content. Et il a un coût de recyclage de 3 mana génériques, donc vous pouvez tout simplement vous en défausser, payer 3 pour piocher une carte. Donc, pourquoi pas. Je pense que là c'est un peu une vrasse générique. Ça aide vraiment à gérer justement des permanents qui peuvent vous embêter, comme les artefacts ou les enchantements. Mais bon, après à voir que ça ne vous heurte pas trop non plus, c'est comme toutes les vrasses, hein, de toute façon, à utiliser au bon moment. Une nouvelle carte de cette édition, l'Augure d'Aminatou, pardon, je vais éviter de l'appeler Animatou, qui coûte 6 mana génériques et 2 mana bleus. Exilez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain parmi elles. Jusqu'à la fin du tour, pour chaque type de carte non terrain, vous pouvez lancer une carte de ce type parmi les cartes exilées sans payer son coût de mana. Ouh. Je vous avoue que là, je trouve que c'est assez lourd. C'est-à-dire que pouvoir lancer des sorts gratuitement, là pour le coup, c'est vraiment... Il faudrait presque pouvoir regarder, enfin avoir un regard X en fait, et savoir quelles sont les cartes du dessus de la bibliothèque. Parce que là, l'intérêt, ce serait vraiment de pouvoir jouer chaque type de carte du jeu. Donc on a le terrain, on a les éphémères, on a les rituels, on a les enchantements, les artefacts, les planeswalkers, les créatures... Donc, mince, je l'oublie un, non, ça va, tout va bien. Donc vraiment de partir là-dessus. J'ai vraiment envie de voir un petit peu ce que ça va donner.
parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Juste, alors on va essayer d'évaluer un petit peu à partir de quel moment ça semble intéressant, enfin ce sort semble rentable. Il coûte 8 mana. On parle quand même de lancer des cartes de manière gratuite. On a déjà auto-inclus un terrain qui peut être mis sur le champ de bataille directement, parfait, et que ça ne compte pas en plus dans votre limite de terrain à jouer durant ce tour-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut imaginer que par exemple, jouer une carte gratuitement d'un certain type, on peut dire les 3 mana par type de carte, ça semble pas mal. Donc déjà, le fait d'arriver à 3 types de cartes différents qui vont être joués, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc c'est-à-dire le terrain de base, et puis ensuite 3 autres types, du style par exemple créature, artefact, enchantement, ou créature éphémère et un enchantement, enfin bon voilà, vous avez compris l'idée. Mais le but, ce serait vraiment du coup que vous jouiez déjà, que vous fassiez attention aussi à ce que votre deck soit équilibré au niveau du type de chaque type de carte. Mais alors, évidemment, ça n'est qu'une seule carte dans le deck, celle-là, on va pas non plus baser tout le deck là-dessus, mais je la trouve très intéressante. Après, il faut juste, c'est du random hein, quand même, à moins que vous contrôliez vraiment votre bibliothèque à fond, et je pense que dans un deck comme ça sera vraiment top, mais vraiment top. Donc voilà, moi je suis un petit peu... c'est un peu trop beau en fait, le fait de pouvoir jouer les cartes gratuitement, mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir un peu ce que ça peut donner, et de tenter un peu de vivre mon rêve. On va également remercier le fait que cette carte ne coûte pas un coup de mana impair, parce que sinon, le fait de lancer ça gratuitement avec Yennet, pour ensuite lancer des sorts gratuitement, ça aurait été un bordel assez monstrueux, je pense. Un rituel qui est réédité dans cette édition avec le flashback, c'est l'armée des damnés, qui coûte 5 mana génériques et 3 mana noirs, crée 13 jetons de créatures 2/2 noirs zombies engagés, flashback de 7 mana génériques et 3 mana noirs. Alors, ça met des zombies, écoutez, donc je pense que Varina sera contente d'avoir des zombies supplémentaires. Le coup de flashback est intéressant quand même aussi, parce que bon voilà, refaire 13 zombies, bon, allez, hein, jamais assez de zombies. Donc je pense surtout que cette carte, comme on parle zombie, elle sera surtout jouable avec Varina, parce que malheureusement après le reste, il n'y a pas tellement de synergie avec, Yennet ne peut pas la lancer parce qu'elle coûte 8 mana, donc du coup c'est un coup impair, c'est dommage quand même de ne pas pouvoir le payer gratuitement. De l'autre côté, Aminato n'a pas de synergie particulière avec les zombies ou avec les sorts qui ont le flashback, donc bof. Donc voilà, je pense que Varina sera la seule à pouvoir en tirer un avantage, mais il y a encore une fois un gros problème, c'est le fait qu'elle coûte 3 mana de la même couleur. C'est vraiment un souci, c'est un souci qu'on a également sur les deux cartes avec le miracle de tout à l'heure, parce que si vous ne lancez pas avec le miracle non plus, ça ne va pas fonctionner. Mais voilà, c'est le souci, quand on joue tricolore, qu'on commence, enfin tricolore, 4 couleurs, 5 couleurs, le souci c'est que dès qu'on commence à atteindre 3 mana de la même couleur à payer, ça devient vraiment gênant et ça peut vraiment bloquer le lancement du sort. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit top. Après bon, ça reste une carte sympa si vous voulez jouer zombie, pourquoi pas. Un nouveau déluge, celui-là on n'a pas encore vu, c'est le déluge noir, c'est le déluge de crâne. Et oui, hein, on est noir, hein, qu'est-ce que vous voulez. Il coûte 7 mana génériques et 2 mana noirs. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez déjà lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Voilà, la mécanique du déluge. Hein. Chaque adversaire sacrifie une créature. Chaque adversaire qui ne peut pas perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Donc moi quand j'ai vu cette carte, c'est un peu du kit ou double en fait. C'est... D'un côté, s'il y a des créatures sur le champ de bataille, ça sera pas très utile. Faire pour 9, faire sacrifier éventuellement 3 ou 4 créatures à chaque adversaire, c'est sûr ça va faire mal, mais payer 9 mana pour ça, c'est vraiment cher. Mais de l'autre côté, en fait, l'intérêt, ça va être plutôt quand vous avez fait un rasboard, quand vous avez réussi à détruire toutes les créatures sur le champ de bataille, derrière, pouvoir faire le déluge de crâne et dire, ok, vous avez plus de créatures à sacrifier, très bien, vous allez perdre à chaque fois la moitié de vos points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je précise, arrondi à l'unité supérieure, c'est-à-dire que vous pouvez tuer avec ce sort. Et c'est vraiment le genre de kill qui sort un peu de nulle part. Malheureusement, ça me fait un peu moins, enfin, ça ressemble de loin à... Mince, j'ai oublié comment s'appelle la carte en français, Torment of Hellfire, qui est une carte de l'âge de la dévastation. L'âge de la destruction, pardon, excusez-moi. Wow, je suis en train de mélanger les noms des cartes et les noms des éditions. Pouf, y'a pas de problème. Pouf. C'est... Ouais, hein, on s'en fout. Mais
elle qui fait justement sacrifier les créatures, enfin, ou défausser des cartes, ou faire perdre des points de vie, ça avec un coup de X dedans, mais là en fait vous contrôlez un petit peu moins le nombre de fois où ça va être copié, puisque c'est vraiment lié à votre commandant, donc du coup vous n'allez pas faire du mana infini et dire ouais voilà je vais utiliser cette carte là avec X, non là on est sur quelque chose d'un peu plus contrôlé, d'un peu plus fixe, et qui peut être un peu moins abusif, mais il n'empêche que ça peut quand même être un kill, mais après c'est un kill quand même à 9 mana, enfin il y a un moment il faut aussi, voilà. On va passer rapidement sur les terrains spéciaux du deck, donc on retrouve encore une fois nos fameux Boonsland, ceux qui font 2 mana en s'engageant, mais également qui arrivent sur le champ de bataille engagé et qui vous demandent de renvoyer un terrain sur le champ de bataille dans votre main. Donc on a d'un côté la Basilique d'Orzhov pour le blanc-noir, la Cour de la Chancellerie d'Azorius pour le blanc-bleu, et également l'Aqueduc de Limir pour le bleu-noir. Donc on a aussi des terrains qui vous font 2 couleurs de mana qui arrivent sur le champ de bataille engagé et qui vous font gagner un point de vie en même temps. C'est la Crique Tranquille pour le blanc-bleu, les Landes Érodées pour le blanc-noir, le Marigot Lugubre pour le bleu-noir, le Refuge de Seigeri pour le blanc-bleu encore une fois, le Refuge de l'île de Joire pour le bleu-noir encore une fois. On retrouve aussi d'autres terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagé et qui font 2 couleurs de mana, par exemple la Porte de la Guilde d'Azorius pour le blanc-bleu, la Porte de la Guilde d'Orzhov pour le blanc-noir, la Porte de la Guilde d'Ymir pour le bleu-noir, la Rivière Sinueuse pour le blanc-bleu, et le Sanctuaire Abandonné pour le blanc-noir. On retrouve aussi, comme dans le deck précédent, les terrains qui se recyclent, donc pour lesquels il faut payer un coup de mana et s'en défausser pour piocher une carte, et qui arrivent sinon sur le champ de bataille engagé, qui ne font qu'une seule couleur de mana, le banc de sable isolé pour le bleu, la lande stérile pour le noir, et les steppes retirées pour le blanc. On a aussi quelques petits terrains utilitaires pour jouer sur cette mécanique avec le dessus de la bibliothèque. On a la fondrière mortuaire qui arrive sur le champ de bataille engagé, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre une carte de créature ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque, donc très utile pour jouer sur le dessus de la bibliothèque. On a la Nouvelle Benalia, un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait un regard 1 quand il arrive en jeu, et qui vous fait du mana blanc uniquement. On a aussi les Profondeurs d'Alimar qui arrivent sur le champ de bataille engagé, et quand ils le font, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis remettez-les au-dessus dans l'ordre de votre choix. Et ils font également un mana bleu. On retrouve aussi notre terrain tricolore, le Sanctuaire Ésotérique, qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait du blanc, du bleu et du noir. Un nouveau terrain de cette édition, c'est la Tour de Guet isolée, qui fait du mana incolore, et pour 2 manas génériques, vous l'engagez, regard 1, puis vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain de base qui est révélée de cette manière, mettez-la sur le champ de bataille engagé, n'activez cette capacité que si un adversaire contrôle au moins 2 terrains de plus que vous. Petite précision là-dessus, bon, je trouve ça assez sympathique si jamais vous êtes en retard au niveau du mana. Malheureusement c'est très conditionnel mine de rien, vu que ce sont des terrains de base qui doivent être révélés, mais également qu'un adversaire doit en contrôler 2 de plus que vous. S'il y a au moins un adversaire qui en contrôle 2 de plus que vous, je pense qu'il y aura certainement des joueurs de vert. Donc voilà, mais après beaucoup de conditions, peut-être que ça peut être utile, surtout qu'on est en blanc, bleu, noir, donc ici on rampe pas beaucoup au niveau des terrains, donc pourquoi pas. L'autre terrain, c'est la Forge des Héros, le terrain représentatif de ce commandeur 2018 qui fait du mana incolore, et qui s'engage également pour que vous choisissiez un commandant ciblé qui est arrivé sur le champ de bataille ce jour-ci, et vous pouvez lui mettre un marqueur +1/+1 pour, si c'est une créature, et un marqueur de loyauté si c'est un Planeswalker. Et enfin, comme d'habitude, pour chaque vidéo, la seule, l'unique, la tour de commandement, le terrain qui fait un mana de n'importe quelle couleur de l'identité colorée de votre commandant, donc évidemment à jouer dans tous les decks, surtout dans le tricolore comme celui-ci, je vous le recommande. Allez, on est parti pour le bilan du deck. Que dire, beaucoup de choses. Donc déjà, moi je trouve qu'au niveau des synergies avec les commandants, on va en parler un petit peu quand même, Aminatou a pas mal de synergies, donc notamment le fait que, comme je vous ai dit au début de vidéo, quand j'ai commencé à l'analyser, en fait, qu'elle avait vraiment la synergie avec le dessus de la bibliothèque, mais également une synergie de Blink. Le fait d'avoir ces 2 mécaniques-là, en fait, sur la carte, ça en fait quelque chose d'intéressant et qui fait qu'elle est assez flexible et qu'elle ne s'inscrit pas uniquement dans une seule thématique. Après, certes, vous pouvez justement essayer de faire un maximum sur le dessus de la bibliothèque, puisque c'est son +1. Je pense que je le conseille aussi, mais il n'empêche que son -1 peut être utile, utilisé une fois de temps en temps pour en tirer un bénéfice, notamment avec les créatures qui ont les effets d'arrivée en jeu. Donc, commandant intéressant, qui a du coup pas mal de cartes déjà de base qui sont vraiment à son avantage, donc je pense qu'elle vaut le coup. Ensuite, Yennefer, pour en reparler assez rapidement,
De toute façon, je suis hypé, hein, honnêtement, je vais vous faire le deck, c'est sûr. Il y a pas mal de cartes en plus dans le deck qui synergisent bien avec elle et qui permettent d'avoir 2-3 petites combos. J'ai hâte de voir aussi ce que ça peut donner avec le ninjutsu et elle, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à en faire si on pioche dans les bonnes cartes. Donc voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu décortiquer quels sont les sorts de coups impairs qui peuvent vraiment être super utiles dans ce deck Commander. Et ensuite, oui, je l'ai laissé en dernière, malheureusement, c'est Varina, la Reine Liche, parce que, excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal. Je peux comprendre la synergie zombie, mais le problème c'est que du coup c'est de la pioche et de la défausse derrière, le fait de pouvoir gagner des points de vie, ok, je peux comprendre, mais derrière, voilà, on fait beaucoup de jetons, ça m'embête pas mal dans ces couleurs-là. Je ne sais pas, je suis pas trop chaud. C'est vraiment un commandeur, pour le coup, qui me laisse, je vais pas dire indifférent, mais plutôt inquiet même. Puisque là, je pense qu'elle est vraiment à la ramasse, que c'est peut-être l'un des... Enfin, excusez-moi, je vais être méchant, mais peut-être le pire commandant qui nous a été proposé sur tous les decks qu'on a vus. Donc là, excusez-moi Varina, mais pour le moment, t'es un peu out. Hein. Si jamais vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le dire, si vous avez des exemples de cartes qui peuvent synergiser avec, mais là, actuellement, là, c'est vide hein, dans ma tête, je vois pas d'idée qui pourrait vraiment synergiser avec cette carte-là, et en faire quelque chose de... de puissant. Sinon, de manière générale, je trouve que le deck il est assez intéressant, il y a pas mal de pioches qui est proposé, il y a pas mal de jeux avec le dessus de la bibliothèque de manière générale, il y a les effets d'arrivée en jeu, il y a les coups d'évocation qu'on a vus, il y a de la récursion, vraiment, moi je trouve ça pas mal. On retrouve en plus des mécaniques assez sympas, enfin assez sympas, il y en a d'autres qui sont pas forcément d'accord, mais bon, on a le ninjutsu, on a le miracle, enfin on a la cascade aussi avec l'une des cartes, c'est des petites mécaniques comme ça qui sont vraiment sympas et qui méritent le détour. Et j'ai vraiment envie de monter un deck, alors peut-être un deck Aminatou, et ensuite également un deck Yenet, parce que bon déjà honnêtement, si vous ne le saviez pas, je suis un joueur de bleu, envoyez-moi toute votre haine dans la gueule si vous voulez, mais je suis un joueur de bleu à la base, j'aime beaucoup cette couleur, bon évidemment j'aime toutes les couleurs de Magic, mais celle-là elle a une attention particulière à mes yeux, et du coup là ce deck là, j'aime beaucoup, donc j'ai envie de voir un petit peu ce qui peut être faisable avec les deux commandants donc, qui ont l'air pour moi de tourner, pardon, je dis n'importe quoi. Donc voilà, on va voir ça un petit peu, et surtout j'attends vos retours pour savoir comment ça s'est passé avec le deck en question. Et comme à chaque fin de vidéo, je vais remercier Geoffrey Palmer qui a fait l'animation de la carte en introduction de cette vidéo. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, @livingcardsmtg en français. Vous pouvez aussi retrouver la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom avec 2 M, et me retrouver moi Erunim sur Twitter aussi, @erunimfr. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était la fin de nos aventures sur le Commander 2018. J'espère que vous avez apprécié mes analyses de deck, n'hésitez pas à me donner conseils, vos avis également, ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir en apprendre un peu plus de vous aussi. N'oubliez pas surtout avant de quitter la vidéo de la liker, de commenter et de partager, ça me fera extrêmement plaisir, ça fera un peu décoller la chaîne, même si je sais que déjà pas mal de gens nous ont rejoints et j'en suis fort heureux, donc j'espère vous revoir pour de prochaines vidéos, notamment celles pour les decks que je vais construire avec les différents commandants dont nous avons parlé ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous et bye bye.